Des canettes de bière par milliers, portrait dans cette édition d'un collectionneur. Jean Bernard rassemble depuis des années ces petites boîtes métalliques venues des quatre coins du monde. Des chaussettes de marque à petit prix. Après avoir failli disparaître, Kindy s'est refait une santé pour être plus compétitive. Mais tout d'abord, direction la Côte d'Azur où, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'hiver est rigoureux. À Toulon, par exemple, le plan grand froid a été déclenché. Merci, vous aussi. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Comme pratiquement tous les soirs, les bénévoles de l'Ordre de Malte partent en maraude. Du café, un sandwich et une écoute, c'est le quotidien de cette association. Mais au cours de la nuit, la préfecture déclare le premier plan grand froid de la saison hivernale. Alors pendant le plan vigilance froid, en fait, il y a plus de moyens. On va dire que les personnes sont plus hébergées et on fait en sorte de laisser personnes dormir dans la rue la nuit. Face à des températures ressenties extrêmes à cause du vent, la quête d'une solution pour la nuit devient primordiale pour cette population en situation de précarité. La rue est très dure par le froid, par le manque d'hygiène, par les situations où dormir, où trouver un endroit de refuge, quoi. Le niveau 1 débloque des places d'hébergement supplémentaires et surtout impose de trouver une solution à tous ceux qui accepteraient d'être logés pour la nuit. Une procédure qui engage l'ensemble des services sociaux. La police nationale de Sifour-les-Plages, cette OPJ avec qui j'ai discuté, m'a dit, tu sais, le froid va arriver, si tu le supportes, ça va, mais alors si vraiment ça va plus, viens, j'ai son numéro, il m'a dit, appelle, je viens te chercher, et on a des chambres pour vous faire dormir la nuit, vous partez le matin. La nuit à venir risquant d'être au moins aussi froide que celle d'hier, n'oubliez pas, tout le monde peut prévenir le 115 pour signaler une personne nécessitant de l'aide. C'est l'histoire d'une résurrection, celle des chaussettes Kindy. Au bord de la fermeture il y a quelques mois, la marque basée dans l'Oise a été reprise en juin dernier par deux jeunes entrepreneurs. Une véritable réussite, la dernière grande vente a été couronnée de succès. Les cartons de chaussettes ne se sont jamais vidés aussi rapidement à l'usine Kindy. Depuis vendredi soir, les clients s'y pressent pour faire des affaires bien sûr, mais surtout pour soutenir la production Made in Oise. C'est local, le personnel qui travaille ici et la qualité. C'est le bon plan en tout cas, ça c'est sûr, quoi. Puis au moins ça fait travailler le village. On est tout à fait attaché à Kindy, quoi. Que ça reste dans le coin. Car en juin dernier, la marque en redressement judiciaire aurait bien pu disparaître. Mais deux jeunes spécialistes du textile décident de la reprendre et d'y investir 2 millions d'euros. Ils sauvent ainsi 60 emplois sur 110. 6 mois plus tard, les salariés peuvent enfin respirer. On revient sur un esprit familial. On a eu la chance d'avoir la famille Bloquer et là on retombe sur deux associés qui ont vraiment le même état d'esprit. Et pour nous, c'est rassurant. Il y avait une dizaine de hauts cadres en fait, qui fermaient la porte entre le président et les salariés. Nous, on est arrivés, on a retiré toute cette structure et on est descendu carrément auprès des salariés. On est rentré dans le cœur de métier. Les investisseurs misent dès le début sur le Made in France et décident d'intensifier la production. Dès le mois d'août, ils passent de 400 000 à 1 million de chaussettes produites par an. On est parti sur un remplissage d'ateliers pour atteindre les coûts de rentabilité minima. Et grâce à ça, ça nous permet d'avoir un prix moyen beaucoup plus faible et de pouvoir vendre nos chaussettes à nos clients à un prix acceptable. Prochain objectif pour la marque, se faire connaître auprès d'une clientèle plus jeune via Internet et les réseaux sociaux. 60 ans après sa création, l'avenir de Kindy semble à nouveau s'éclaircir. En cette période de Noël, les sapins se parent de leur habit de fête. Et pour une décoration originale, pourquoi ne pas opter pour des boules en verre soufflées à la bouche? Au Tréport, une petite fabrique produit des pièces uniques et féeriques. Le four est à 1100 degrés. La température adéquate pour cueillir le verre, le souffler et lui donner ainsi la forme que l'on souhaite. Aujourd'hui, une boule. À ce moment-là, Vincent doit être concentré. Ses gestes doivent être précis, car il ne faut pas perdre de temps. Il faut aller vite. Enfin, il faut aller vite, mais il ne faut pas se précipiter. Il faut c'est le verre on suit le verre parce qu'en fin de compte, tout se travaille à la chaleur. La boule est ensuite roulée dans des grains de verre, ce qui va la colorer. Une fabrication rapide et magique selon Vincent,
car elle participe à la féerie de Noël. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on accroche des boules sur les sapins de Noël? En Alsace, on décorait les sapins de Noël avec des pommes. Et il y a eu une pénurie, une année, et les verriers de la région ont eu l'idée de faire des pommes en verre. Et contrairement à ce que l'on croit, elles ne sont pas seulement vendues à l'approche des fêtes de fin d'année. Tout au long de l'année, nos clients les utilisent pour décorer la maison. On peut les disposer près d'une fenêtre, voilà. Il ne vous reste désormais plus qu'à choisir la bonne couleur pour égayer vos fenêtres ou votre sapin. Refermons cette édition avec l'étonnante passion d'un retraité d'Étaples dans le Pas-de-Calais. Depuis plus de 30 ans, il réunit des canettes de bière. Aujourd'hui, il en possède plusieurs milliers venus du monde entier. Jean Bernard est tégestophile. Il collectionne des objets liés à la bière et plus particulièrement les canettes. Dans son sous-sol, il en a rassemblé plus de 4000 venant des 4 coins du monde. La Pologne, la Slovénie avec des boîtes qui ont été faites pour la Coupe du Monde de 2010. Ici encore l'Ukraine, là l'île Maurice, le Liban. Une passion démarrée en 1985 et un voyage en Allemagne. Au moment de partir, son hébergeur lui remet sandwich et bière en boîte métallique. Ce qui m'a marqué, d'abord que j'aimais bien ce qu'il y avait dedans, mais en plus que j'ai trouvé belle. Voilà. J'ai trouvé jolie. Du coup, j'ai regardé les boîtes de bière d'un autre œil. Je les ai trouvées belles, toutes, pratiquement. Et puis, voilà. Cet habitant d'Étaples se considère comme un modeste collectionneur, comparé notamment aux Américains. Et après l'esthétisme de l'objet, ce n'est pas tant l'ancienneté qui intéresse ce chimiste de formation, mais plutôt son évolution industrielle. Ce sont des canettes qui étaient encore soudées. C'était une tôle soudée avec un fond, une tête. Alors que maintenant, on est sur des canettes embouties. Aujourd'hui, j'ai des correspondants, je dirais pratiquement partout dans le monde, quoi. J'ai fait rentrer une série américaine par un Brésilien. J'ai, moi, transmis des séries belges à un Tchèque. Vous voyez, bon, donc, voilà, donc ce réseau, quand même, Internet a fait évoluer le contact de façon phénoménale. Mais désormais, c'est à des sources locales que notre tégestophile veut faire appel. Il recherche tout type de référence aux anciennes brasseries étaploises, à bon entendeur.